Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, aujourd'hui, notre émission Décodage se tient avec deux invités. Alors, d'abord, Madame Ouida Damra, qui se présentera tout à l'heure, que j'invitais parce que, que dois-je dire? Vous êtes martiniquaise, palestinienne, vous êtes d'origine palestinienne? Oui, je suis tout ça. Vous êtes tout ça? Pleinement. Parfait. Donc, qui connaît bien la région, puisque nous allons traiter du conflit israélo-palestinien, enfin bon, de tout ce qui se passe dans cette région du monde. Et puis, nous avons l'historien Gilbert Pagot, qui s'intéresse à ces questions depuis fort longtemps, et qui va sur le plan notamment historique, mais bon, vous faire part un peu de quelques éléments de réflexion, en tout cas ce qu'il faut avoir comme fil conducteur pour comprendre ce qui se passe dans cette région du monde, et donc d'une manière ou d'une autre, parce qu'on peut difficilement rester spectateur quand on voit des bombardements se produire, des immeubles, des villes réduites en cendres, même dans des hôpitaux bombardés, des camps de réfugiés bombardés, avec les milliers de victimes tuées, blessées, hommes, femmes, enfants, vieillards. Je ne vois pas comment on peut rester muet et sans réaction. Donc, les éléments qu'on va essayer de vous apporter ce soir auront pour but de vous permettre de comprendre et d'éventuellement vous positionner. Alors, Madame Amra, je vais vous demander rapidement de vous présenter. Bon, Gilbert va faire pareil, mais bon, on ne représente plus Gilbert. C'est maintenant, c'est presque un monument historique à lui tout seul. C'est une grande référence, Monsieur Gilbert Pagot. Merci de m'avoir invité. Bonsoir à tout le monde, à la Martinique. Bonsoir Gilbert. Bonsoir. Voilà, écoutez, moi j'ai été enseignante pendant des années, je suis militante pour la paix depuis des années, et vous m'avez posé la question martiniquaise palestinienne. On peut parfaitement avoir 2-3 cultures et les assumer pleinement dans un esprit de liberté. C'est comme si on avait un grand écart dans le monde en fait, et qu'on profitait de ce grand écart. Donc voilà, moi je suis très concernée par les événements actuels, puisque notre histoire familiale a fait que nous avons eu 2 générations de femmes antillaises qui ont épousé des Palestiniens et qui ont vécu là-bas. Donc nous avons eu souvent l'occasion d'y aller, ne serait-ce que pour voir nos grands-parents. Et à travers ce que va dire Gilbert peut-être, je pourrais peut-être inscrire des moments familiaux, hein, c'est-à-dire l'année 67, après 67, comment j'ai pu vivre cela par exemple. Voilà. Merci. Alors, Gilbert, donc, historien, bon, on ne va pas présenter Gilbert Pagot, c'est pas la première fois qu'on t'entend à la télévision, sur des antennes de radio, donc tu es maintenant quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour mettre l'histoire à la portée de tout le monde. C'est surtout ça que je retiens de ton œuvre. Parce qu'elle est compréhensible. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a quelquefois des gens qui font des ouvrages hermétiques, ou qui ne sont compris que par quelques personnes, d'abord par eux-mêmes et puis quelques personnes. Bon, tandis que ce n'est pas ton cas. Alors, Gilbert, si on devait essayer de comprendre d'où sort ce conflit, quelle est son origine, comment pourrait-on schématiquement, sans entrer dans trop de détails, dire à ceux qui nous regardent? Eh bien, sans entrer dans trop de détails, dès la fin du XIXe siècle, l'Europe a été heureuse de se débarrasser de ces juifs. Il y avait une montée terrible de l'antisémitisme, ça durait déjà depuis des siècles. Mais enfin, en France, il y a eu l'affaire Dreyfus, par exemple, à la fin du 19e. Il y a eu en Grande-Bretagne la même chose. Et puis dans toute l'Europe de l'Est, enfin, on appelle l'Europe de l'Est, mais des pays qui à l'époque, comme la Pologne, comme la Russie, la Grande Russie, comme on disait, ou bien l'Ukraine, qui était une région qui faisait partie de l'Empire russe, eh bien, ce sont des régions où il y avait énormément de pogroms à l'endroit des Juifs. Alors, pogrom, ça veut dire quoi? Alors, un pogrom, c'est les massacres que l'on faisait de populations juives dans certains quartiers. D'ailleurs, le mot vient de mots italiens, c'est-à-dire que on entassait les gens dans des quartiers pour qu'ils n'y sortent pas, des ghettos, ce qu'on appelle les ghettos, le mot italien,
des ghettos, on les entassait là, ils n'avaient pas le droit de sortir. Et puis quand on en avait marre des Juifs, ou quand il y avait une crise quelconque, mais quand il y a une crise, c'est toujours l'étranger qui est responsable. C'est jamais les gens du pays. Ben, quand il y avait une crise, ben, on allait tuer des Juifs, et ça s'appelle des pogroms. D'accord. Donc, les pays européens, donc, c'est même pas de l'Atlantique à l'Oural, c'est de l'Atlantique au Pacifique. Enfin, les pays européens, parce qu'à l'époque, à la fin du 19e, je veux aller vite, parce qu'il faut qu'on arrive vraiment sur le problème actuel. Mais les pays européens, à l'époque, il faut savoir que la Grande-Bretagne, c'est la première puissance du monde à ce moment. La France est en deuxième position. Les États-Unis, c'est une puissance qui commence à monter, qui commence à devenir riche, mais elle n'est pas. Et l'Allemagne, c'est un jeune pays. L'Allemagne n'existe que depuis 1870. C'est un jeune pays qui s'industrialise rapidement, mais qui n'est pas encore le proie des deux précédents, c'est-à-dire la France et l'Angleterre. Et là, dans ces pays-là, eh bien, les Juifs qui sont les plus en avant, comme Theodor Herzl, dont on va parler, eh bien, décident de se battre pour créer, disent-ils, un État juif. Pour créer un État juif. Et ils disent qu'il nous faut aller coloniser quelque part. Ou plus exactement, alors je ne vais pas entrer dans les détails, mais finalement, tous, ils pensent au retour à la Terre Sainte, au retour en Palestine. Et donc, il écrit son ouvrage en 1896, c'est l'époque de l'affaire Dreyfus, je l'ai déjà dit, l'État juif, comment faire pour... c'est ça le titre de son ouvrage, et il propose de coloniser, etc. Et ils ont mis en place des structures, ils sont financés, ils ont créé des banques, etc. Mais ils sont fortement financés, par exemple, par Lionel Walter Rothschild, un grand financier anglais, et puis qui a un cousin, un lointain cousin en France, qui s'appelle lui Edmond de Rothschild aussi, et les deux, ils financent. Et on finance donc l'implantation des Juifs en terre de Palestine. Ils sont très très peu nombreux. Nous en allons certainement voir une carte tout à l'heure qui montre. Ils sont très très peu nombreux, mais au départ, d'autant plus qu'à l'époque, les choses se passaient pas trop mal entre les communautés. Je vais dire rapidement, à l'époque, il y a 350 000 Palestiniens qui parlent arabe. Et puis il y a à côté quelque chose comme un peu moins de 30 000 Juifs. Et puis, il y a à peu près 45 000 chrétiens de toute obédience. Il y a les latins, il y a les orthodoxes, il y a les coptes, il y a les éthiopiens, il y a les arméniens, il y a les grecs. Mais tous ces gens-là représentent 40-45 000 personnes. C'est rien. Mais ça se passe bien dans la communauté. Alors, naturellement, les Palestiniens sont dans la campagne massivement. Ils sont... aussi agriculteurs, ils sont aussi dans le désert. Ils ont un mode de vie, mais les choses se passent relativement bien. Donc on voyait une carte il y a un petit moment, on voyait je ne l'ai pas vu. Mais voilà, oui, alors cette carte en jaune représente l'implantation des Juifs, mais là on montre les Juifs jusqu'en 1946. Au départ, ils ne sont pas aussi les points blancs qui représentent l'implantation des Juifs. Au départ, ils ne sont pas aussi nombreux. Mais c'est quelques petites implantations, mais ce sont des gens qui viennent, qui achètent, quelquefois, qui s'accaparent de terres, etc. Et puis, comme ils sont très financés, etc., très vite, ils vont créer des milices. Mais ils ne sont pas très nombreux au départ. Alors, voilà. Je ne veux pas être trop long. Et à l'époque, qui s'occupe de la Palestine? C'est un mandat. Non. Alors, l'histoire de... Alors, donc, voilà. C'est la situation de fin du 19e. Lorsque arrive la Première Guerre mondiale, les Anglais pensent, et d'ailleurs c'est M. Balfour qui est ministre des Affaires étrangères, et il donne son accord, il envoie une lettre à Rothschild, c'est pas n'importe qui, pour lui dire, pour transmission à sa communauté, lui dit, finalement, Sa Majesté est d'accord pour que vous ayez un État, juif. Il envoie cette lettre.
à la date du 2 novembre d'ailleurs, hier c'était l'anniversaire, le 2 novembre 1916, eh bien, il envoie donc cette lettre, dire Sa Majesté est d'accord pour que vous ayez un État. Et à la fin de la guerre, il y a des traités et les territoires de la région sont partagés entre la France et la Grande-Bretagne. Déjà en 16, hein. Oui, avant en 16. Même la mais ils ont 17. déjà occupé. Pourquoi? Parce qu'on est en train de démanteler l'Empire ottoman, l'immense Empire ottoman. Oui. Alors, la Palestine, c'est un petit morceau. Un petit morceau. Alors, donc, à la France, on donne la Syrie et le Liban. C'est de là qu'on a eu chez nous les Syro-Libanais, hein, les populations syro-libanaises. Et puis, l'Angleterre, par contre, à l'Égypte, à la Palestine, à la Jordanie, la Transjordanie, etc. Par contre, à l'ouest, c'est la France qui est présente avec le Maroc, l'Algérie. Donc vous voyez, ce sont les deux puissances qui se partagent toute la région du Moyen-Orient. Hein, à l'époque, voilà. Et puis il y a une histoire de trahison aussi vis-à-vis des Arabes, puisque finalement, à la fin de la Première Guerre, les accords secrets Sykes-Picot ou Sykes-Picot entre la Grande-Bretagne et la France, c'était de se partager le Moyen-Orient, alors qu'ils avaient rallié les Arabes à leur cause contre les Ottomans. Exactement. Hein, et ensuite, donc, ils leur avaient promis leur indépendance. Et en fait, rien n'a été fait à ce niveau-là. Au contraire, ça a été une des trahisons importantes. Je crois que c'est l'époque de Laurence d'Arabie. Oui, exactement. C'est la période de Laurence d'Arabie. Oui, je ne voulais pas rentrer dans tout ça, mais tu as raison. Donc il y a eu ça, c'est important ça, parce que ça m'a... Et cette situation-là, donc le mandat sur la Palestine et les pays du Nord, le Liban, la Syrie, pour la France, grosso modo, ça dure jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Oui, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre avec mondiale. une situation où il y a sans doute une arrivée de Juifs venant d'autres pays. Pas sans doute, très fortement. C'est dans cette période, entre 1916 et 1948, que l'émigration juive prend du poids, pour plusieurs raisons. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Alors d'abord, mais vous voyez comment les États d'ailleurs marchandent beaucoup. Par exemple, lorsque Hitler arrive au pouvoir en 1933, il est très antisémite, il annonce qu'il va se débarrasser des Juifs, eh bien, il passe un accord avec les financiers juifs, dont les Rothschild, etc., qui payent pour permettre l'évacuation de Juifs vers la Palestine. Hitler est heureux de se débarrasser des Juifs et en même temps d'empocher les sommes, sauf que c'est pas toutes les familles qui peuvent partir. Il y a des artisans qui peuvent partir, etc. Mais il y a de pauvres malheureux juifs en Allemagne qui n'ont aucune envie de partir. Alors justement, est-ce que, par exemple, cette volonté de s'en aller et de s'installer en Palestine, c'est quelque chose de très majoritaire? Est-ce que tous les Juifs étaient de ce point de vue-là? Est-ce qu'il y en a d'autres, il y avait d'autres points de vue qui pouvaient exister? Il y avait d'autres points de vue. Les Rothschild ne sont jamais allés s'installer en Israël. Parce qu'ils font de bonnes affaires aux États-Unis, en France et en Grande-Bretagne, et ils se sont installés là. Beaucoup de Juifs en 1933, 1940 d'ailleurs, on en a connu qui sont passés ici. Lorsqu'ils fuient la France, ils fuient la France pour aller s'installer aux États-Unis. Ils sont arrivés ici par le fameux bateau dans lequel il y avait aussi André Breton, le fameux en 1941. Eh ben, ils sont passés ici, on les a mis au camp du Lazaret, etc. Bon, je ne vais pas entrer dans trop de détails, sinon on leur va passer. Voilà. Mais donc, ce n'est pas tous les Juifs qui... Par contre, le sentiment s'était créé au bout de près d'un siècle de propagande sioniste. Alors quand je dis sioniste... Alors il faut... alors pour moi, le sionisme, c'est le projet colonial des Juifs. C'est-à-dire l'idée, c'est que nous retournons sur les terres de nos ancêtres d'il y a 2000 ans, puisque nous avons été chassés en 70
au moment de la chute Par Titus. Oui. Pour les Romains. Oui, le Romain, la prise du temple, la destruction du temple de Jérusalem, et nous retournons, et là maintenant nous devons revenir et créer notre État juif. Alors ça c'est... Mais deuxièmement, c'est un État juif. Et quand ils disent juif, ils parlent de hébraïque, c'est-à-dire un État religieux. Sur la base d'éléments religieux, il y a même toute une définition morale, comment on doit se comporter en tant que juif, etc. Et tout. Quand on lit un certain nombre de documents, tous les intellectuels juifs n'avaient pas, donc quand nous allons arriver à la situation depuis 67, n'avaient pas exactement la même position que des gens comme Netanyahou, etc. Il y a des gens qui sont arrivés, qui étaient chassés, par exemple, d'Union soviétique et qui arrivent en Israël. Ils arrivent, disent, bon, là, on m'a donné une maison, etc. Mais quand moi, j'étais en Union soviétique, on me chassait, et là, maintenant, on me met dans une maison, on a chassé des gens. Eh ben, je ne peux pas accepter ça. Il y a des philosophes... israéliens qui disent je ne peux pas accepter ça. Comment on peut créer une telle... Parce que dans le sionisme, il y a plusieurs positions. Mais nous n'allons pas rentrer dans tous les détails. Oui, donc, tu sais qu'il y a un texte au Sénat, peut-être, tu peux en parler, concernant le mot sionisme, antisionisme, qui est à l'étude là actuellement. Oui, mais parlons-en. Non, mais parce que je ne veux pas non plus prendre de la parole tout le temps. Non, ça va. C'était juste pour le signaler, je l'ai appris hier. Nous arrivons donc, après la Seconde Guerre mondiale, à une date qui, quand même, est importante, puisqu'il y a un plan de partage. L'ONU est saisie de cette question-là. Le mandat britannique est terminé. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Alors, le mandat britannique se termine parce que les Britanniques sont finalement très embêtés par la situation de ce mandat. Parce qu'ils ont eu, dans les 10 années avant 48, ils ont eu à gérer la révolte qui commence à se faire du côté des Palestiniens. Parce que, bon, j'ai dit au départ que ça se passait bien, on s'entendait bien, on a bien reçu les premiers juifs qui sont arrivés, etc. et tout, mais il y a commencé à avoir des exactions. Il y a eu des choses qui... Et là, un certain nombre de Palestiniens ont commencé à protester, à dire non, on ne peut pas accepter ça. Et ils se sont battus contre les Juifs, qui eux-mêmes avaient des milices. Donc il y avait des milices, et il y a eu une révolte. Il y a eu une révolte palestinienne en 1935, qui a été écrasée brutalement par les Britanniques. Ils ont écrasé cette révolte. C'est les Palestiniens qui commençaient déjà à protester contre le fait qu'ils perdaient leurs terres. Israël n'était pas encore créé, mais ça avait déjà commencé. Et puis, au moment de la guerre, sous prétexte... J'enlève le mot sous prétexte parce que c'est pas ce que je veux dire. Je veux pas que... Parce qu'il y a cette traque des Juifs par les nazis et que cette traque est extrêmement forte, il y en a quelques-uns qui ont pu s'implanter et ils s'implantent en disant bon, nous on revient sur nos terres, etc. Et là, c'est un peu accepté parce que c'est pendant la guerre, sauf que les milices juives, je ne dis pas le mot israélien, puisque Israël n'est pas connu à ce moment-là, eh bien, les milices juives, par contre, continuent à se battre, etc. Et les Anglais disent, mais on nous avait donné un mandat, ça ne nous intéresse pas, ça ne nous intéresse plus de le continuer, et ils proposent donc de se retirer. Mais il y a tout un jeu là derrière. Ils proposent de se retirer, mais en fait, il y a un accord déjà avec un certain nombre de leaders, futurs chefs de la Palestine, d'Israël, qui, en fait, n'attendent même pas vraiment la proclamation pour se faire. Donc, j'ai donné une photo d'ailleurs où on montre lorsqu'on crée l'État d'Israël, comment les gars entrent dans des villages, ils chassent la population. Vous voyez les gens, on les fait sortir de leur maison, et les bras en l'air, et les maisons sont là, elles ne sont même pas détruites,
Et puis, ils sont remplacés dans leur maison par de nouveaux arrivants. Et là, ils sont chassés, et ça, c'est extrêmement grave, parce que vous avez... C'est pour ça que tout le récit qu'on nous donne dans les... C'est pas une guerre entre deux religions et deux peuples, c'est une guerre coloniale. Il faut qu'on comprenne ça. C'est pas les Arabes qui n'aiment pas les Juifs ou les Juifs qui n'aiment pas les Arabes. C'est une colonie, c'est-à-dire qu'il y a un occupant et quelqu'un qui est occupé et qu'on met dehors. C'est ça, là. C'est une guerre coloniale. Et ça, les grandes puissances ont accepté ça, ont cautionné cela. Ils ont cautionné ça même en obtenant des accords avec d'autres pays arabes. Par exemple, à l'Égypte, on lui dit, vous pouvez prendre le Sinaï et Gaza. L'Égypte à Gaza. Ou bien la Transjordanie qui existait, eh bien, on lui permet de devenir la Jordanie et de récupérer des terres qui appartiennent. Donc, eux aussi, ils participent au festin, y compris dans les pays arabes, égyptiens arabes ou les transjordaniens, etc. Donc, il y a là une guerre coloniale avec énormément d'éléments qui sont... qu'il faut retrouver. Et alors tout le jeu disant il faut protéger l'État d'Israël, etc. Bon, alors oui, il y a une réalité, et nous allons en parler tout à l'heure. Sauf qu'ils ne sont pas protégés. Parce que le plan de 1947, c'était qu'on aurait créé 2 États. Oui. Donc le plan qui a été adopté par l'ONU, oui, c'est la création. Contre lequel les Palestiniens n'étaient pas d'accord. Voilà. Bon, mais même à la limite, on aurait pu dire s'ils l'appliquaient. Mais on a dit 2 États. On n'a pas respecté ça. Ça n'a pas été respecté. Ça n'a jamais été respecté. D'accord. Ensuite, dans ce plan, on disait que Jérusalem serait une ville à part. Absolument. Et Jérusalem dans l'Ouest serait une ville à part, gérée internationalement. Et que l'État d'Israël n'aurait comme capitale que Tel Aviv. Et que les Palestiniens, par contre, pouvaient rester dans leur État et être dans la partie Jérusalem-Est. Ça n'a pas été respecté. Non seulement ça n'a pas été respecté, mais ils ont toujours exigé que Jérusalem devienne la capitale. Ce qui a été accordé par M. Donald Trump en 2016. Hein, il accorde et ce qui est... C'est pas dans le plan de l'ONU de 1947. Hein, donc, ce n'est pas respecté. Ensuite, autre élément, on dit qu'on fait le partage, on déplace des populations. C'est ça le plus grand drame. Non seulement on agit à voler la terre, mais le plus grand drame, c'est les populations déplacées. On en envoie, alors, dans la Transjordanie, on en envoie en Égypte, on en envoie au Liban, on en envoie partout, et il y a des millions de gens qui sont déplacés. Et ça aussi... Et ce que les Palestiniens appellent la Nakba. La Nakba, la catastrophe. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là non plus, ce n'est pas respecté. Dans le droit international, il est interdit de déplacer des populations. Ce n'est pas une question de norme, c'est vous déplacez les gens, vous les tuez, vous occupez pas d'eux. Et ça, c'est depuis 1948. Et ça fait donc 75 ans que ça existe. Et on est étonné, même si on condamne certaines formes d'action de la résistance, eh bien, on est étonné que les Palestiniens ne peuvent plus supporter cela. Et c'est ça. Bon, je ne veux pas être trop long, parce qu'il y a Ouidad qui va nous donner quand même donc, à partir de cette époque-là, c'est vraiment le calvaire que vit le peuple palestinien. Bon, il est manifeste. Si vous permettez, moi je vais remonter un peu dans mon histoire de famille. Le fameux mandat anglais. Oui. En fait, il y a eu des actes de terrorisme aussi. Oui. Hein. Il y avait des groupes terroristes, la Haganah, l'Irgun, etc. Exactement. D'accord. Donc il y avait les Anglais qui avaient des lois d'exception pour les Palestiniens. Moi, je sais que mon grand-père a quitté en 1930 parce qu'il ne pouvait plus vivre dans son pays.
Donc il est parti en 1930. La chose s'est renouvelée en 1948 avec mon père au moment de la création de l'État d'Israël, c'est-à-dire au moment de la Nakba. La chose s'est renouvelée en 1967 au moment de la guerre des 6 jours. Moi-même, j'étais au Liban à ce moment-là et j'avais 2 petits frères qui étaient à Jérusalem, qu'on a perdus un certain nombre de jours, qui ont été retrouvés par la Croix-Rouge internationale. Et l'histoire se répète à l'infini. Avec ma partie palestinienne, vous me parliez de mes racines, de mes origines diverses, etc. C'est quelque chose d'extrêmement révoltant parce que vous avez conscience de ce qui s'est passé, vous connaissez la vérité et vous avez l'impression, comme dans les secrets de famille où les choses ne se disent pas, qu'on est dans une espèce de déni de l'histoire, un déni international. On est en une vie de femme, on a le temps de voir l'histoire réécrite, la carte géographique déplacée, les zones interdites, l'aéroport de Jérusalem où j'allais quand j'étais petite, quand j'allais voir mes grands-parents. Après la guerre de 67, il n'y avait plus d'aéroport, donc on a été obligé d'arriver par Tel Aviv. Et je ne vous dis pas l'invisibilisation, le mépris, l'humiliation, on commence par vous dire que vous n'existez pas. Et pour arriver dans les territoires occupés, ça je l'ai vécu dès après 67, jusqu'à maintenant, ces jours-ci j'y vais plus parce que je me dis que ça doit être terrible d'arriver là-bas, mais je veux dire c'est une injustice. Mais tu y étais il y a 2 ou 3 ans. Oui, j'y suis allée, mais chaque fois c'est très dur. On te prend ton passeport, on t'ignore, vous n'existez pas, vous allez où? Tu dis que tu vas chez ton père ou chez ton grand-père, dans le village de ton... mais ça n'existe pas, il n'y a pas de Palestiniens, etc. Donc il y a une invisibilisation. Et la révolte dont je vais continuer à parler, pour moi ce qui est encore plus terrible, c'est cette complicité de la communauté européenne, des États-Unis, une complicité qui se répercute complètement dans les médias avec des clichés sur les Palestiniens qui sont des clichés complètement faux. C'est-à-dire que les Palestiniens sont des gens, en réalité, avec une civilisation, avec une culture, malgré les 500 checkpoints. Il y en a 500, hein. On y passe comme dans des bétaillères. Alors, c'est quoi un checkpoint? Les checkpoints, c'est vous arrivez, il y a une espèce de tunnel, à l'entrée du tunnel, il y a une espèce de tourniquet qui est vraiment pas, qui est très difficile à passer, et vous arrivez donc, il y a une vitre avec des militaires derrière, bon voilà. En fait, on est obligé de passer là. C'est comme, en fait, on a l'impression d'être du bétail. Et ça reprend tout à fait le langage colonialiste qui est repris en ce moment, qui est utilisé. Vous avez un ministre actuel en Israël qui parle des Palestiniens en disant ce sont des animaux sauvages, c'est de la vermine. Avant, c'était des serpents. Avant, ça reprend complètement le lexique qu'il y a eu au moment de l'esclavage entre mulet, mulâtre, chabin, chèvre, tout ce lexique qui est un lexique de colonialiste en fait. Et donc ce rôle des médias, on est dans une guerre médiatique qui est épouvantable. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a à la fois un déni mais une méconnaissance. Moi je regarde un peu, je parle pas de la Martinique, hein, pas du tout. Je trouve qu'il y a une approche différente peut-être par rapport à l'histoire de la colonisation. Il y a une Martinique résiliente qui a un regard sur la Palestine qui est différent. Mais vraiment, quand je regarde les plateaux, et notamment certains, donc je ne vais pas nommer, mais vraiment je suis effarée parce que je me dis comment est-ce que l'on peut mentir comme cela à son auditoire. Le rôle d'un journaliste, c'est un rôle d'objectivité, c'est donner de véritables informations, aller à la source, donner des choses comme vous le faites aujourd'hui, de façon non pas à justifier à tout va, des actes que l'on n'admet pas, mais d'expliquer les choses pour que chacun puisse avoir suffisamment d'éléments nécessaires pour avoir l'esprit critique. Et moi qui ai enseigné pendant des années, qui me suis battue vraiment pour essayer de donner à mes élèves un esprit critique, un esprit de liberté, en leur disant « Faites attention, il faut que vous soyez bosseurs et que vous soyez critiques, mais la critique doit s'appuyer sur du savoir, sans quoi vous serez manipulés. » Et cette République française avec liberté, égalité, fraternité, enfin, je veux dire, moi, je ne m'y retrouve pas en ce moment, ne serait-ce qu'au niveau de la liberté de la presse La liberté de manifester. La liberté de manifester.
Alors, quand des jeunes interpellent le président de la République en lui disant « mais on n'est pas là pour manifester pour le Hamas », c'est ce qu'ils ont dit, « on est là pour manifester pour le peuple palestinien contre ce qui se passe à Gaza », et que le président répond « oui, mais dans votre manifestation, il y aura des... » En fait, ça veut dire qu'il y aura des troubles faits, quoi. Il y aura des violents. Alors, d'un côté, c'est déjà une façon de discriminer, parce que vous avez des manifestations qui vont être bien gérées, pro-israéliennes, et puis les autres, ça y est, c'est encore du côté une façon de diaboliser encore une fois. Une petite seconde, ils sont encore beaucoup plus hypocrites. Oui. Il y avait une exposition au musée du monde arabe, qui avait commencé depuis avant l'intervention d'octobre. Et ça s'appelait « La Palestine et nous », ce que nous apporte la Palestine. Et bien, au lendemain du 7 octobre, on a interdit l'exposition. Oui, ce que nous raconte la Palestine. Une exposition qui racontait la civilisation palestinienne. Oui. C'est-à-dire que parler de la civilisation palestinienne, c'est un déni. C'est anti-juif, c'est antisémite. Je veux dire, ils sont très... Et c'est le gouvernement français qui prend cette décision. Et d'ailleurs, c'était une exposition avec beaucoup de dérision. Moi, je suis allée la voir quand je suis partie en vacances, avec beaucoup de dérision, où finalement, il y avait un Palestinien qui avait peint les tunnels de Gaza en disant « et si on mettait nos métros à venir, etc. » Il est mort d'ailleurs dans le bombardement. Hein, et donc, cette exposition est très belle. Il y a eu beaucoup de choses sur Jean Genet, justement, qui a pris fait et cause pour la Palestine en son temps. Et ce que je veux dire, moi, en tant que Palestinienne, je me sens... bafouée, vous voyez, ma part palestinienne, elle est bafouée quand je regarde et quand j'écoute tout ce qui est raconté. Et je sais que c'est faux, déjà de par mon histoire, mais je ne suis pas quelqu'un de fanatique à ne rester que dans ma narration et que dans mon histoire. Je pense être allée dans la narration de l'autre parce que je crois que le seul chemin, c'est le chemin politique et le chemin de la paix. Et aujourd'hui, il ne faudrait pas que cette histoire, que ce drame de Gaza, de Raza, vous avez 10 000 morts là quand même. Vous avez 3 950 enfants qui sont morts. On pense qu'il y en a 1000 qui sont sous les décombres. Et voilà, il ne faudrait pas que ça se termine par un statu quo, qu'on fasse une fois de plus comme si de rien n'était. Ça veut dire qu'il faut l'application des résolutions de l'ONU. Il faut le respect du droit international. Ça ne peut pas continuer comme cela parce que personne ne sera en paix. Et heureusement, heureusement qu'il y a des manifestations de part et d'autre. D'ailleurs, dans le Mediapart, le blog de Mediapart, il y a eu un article je ne me souviens pas du nom ce sont les Juifs, 87 personnalités juives. Oui. Vous n'aurez pas notre silence et qui manifestent contre ce qui se passe à Gaza. Oui, parce qu'il y a effectivement des Juifs qui manifestent. Oui, voilà. Ils sont minoritaires, malheureusement, mais... Oui, ils sont minoritaires en Israël, mais il y en a partout dans le monde. Et à New York, on les a arrêtés, comme on a arrêté... et d'ailleurs, un Palestinien en France, maintenant, je ne sais pas s'il a droit d'existence ou droit de parler. Et bon, voilà ce que je voulais dire. Alors, justement, la manifestation qui a lieu samedi, les gens, elle est autorisée, le préfet a pris un arrêté en Martinique? Je ne pense pas qu'ils vont oser interdire, parce que je crois qu'ils ont senti qu'il y a quand même une autre tonalité ici, même si personne n'approuve les massacres du 7 octobre, c'est pas ça. Personne n'approuve ça. Le mot d'ordre dans les manifestations, c'est aucun antisémitisme dans les propos. Nous sommes deux communautés ici, je redis ce que j'ai dit, nous sommes deux communautés ici, nous sommes dans un pays de résilience, nous vivons ensemble, nos enfants se connaissent, j'aurais juste aimé qu'on puisse ensemble aller aux manifestations. Voilà. Donc, pour vous répondre, en fait, hier... la demande a été envoyée à la préfecture et à la mairie, et il y a une réponse du maire aujourd'hui, du maire de Fort-de-France. Oui, j'ai vu qu'il a fait une déclaration. Alors, on a parlé tout à l'heure de la guerre des 6 jours. Est-ce qu'on peut rapidement donner les temps forts, la guerre des 6 jours, la guerre du Kippour, rapidement les accords d'Oslo, pour rappeler ça un petit peu comme une date clé. Et puis, la guerre des 6 jours, c'est le deuxième gros tournant. Ouais. Le premier, c'est 48. Mais c'est le deuxième gros... Si elle nous montre la deuxième carte, si on peut la voir dans la guerre des 6 jours, et lorsqu'on compare
à ce qui avait été le premier partage, eh ben, lorsque vous voyez cette guerre des 6 jours, ça c'est la deuxième carte, vous voyez que la bande de Gaza se poursuit jusqu'au sud, eh ben, c'est annexé par les Israéliens. Vous voyez que la Cisjordanie, alors la Cisjordanie c'est la partie la plus importante là, qui comprend Jérusalem, eh ben, elle va être creusée. Hein, la carte suivante nous montrera comment elle est creusée de manière à ce qu'on prenne des territoires. Et le territoire qui est tout au nord, là, eh ben, il est complètement... Il est occupé entièrement. C'est cette fameuse guerre qui, en 6 jours, eh bien, est là. L'ONU s'oppose, dit ce n'est pas normal, etc. et tout. Mais... jamais condamné. Comment on peut expliquer? Il y a 11 résolutions de l'ONU sur cette affaire. Sauf que tu as ce qu'on appelle un conseil de sécurité avec des voix... Non, des résolutions qui ont été adoptées. Hein. Elles sont adoptées par l'ONU. Y compris au conseil de sécurité. Mais au conseil de sécurité, ouais. tu as eu les États-Unis qui ont toujours refusé. C'est quand même curieux que la communauté internationale n'ait jamais imaginé une sanction quelconque. Enfin, je sais bien que les affaires, quelquefois, ne s'opposent à ce genre de choses. On l'a vu à l'époque, s'agissant d'Afrique du Sud, quand il y avait le régime d'apartheid, la France, mais pas que la France, s'était opposée à ce qu'il y ait des sanctions contre l'Afrique du Sud, alors qu'il y avait un régime absolument intolérable. Mais bon, Israël n'a jamais connu de sanctions. Non. Aucune sanction. Mais aucune sanction parce que il y a le veto de l'ONU qui empêche les sanctions. Le veto de l'ONU, le veto des États-Unis, et ou l'abstention des autres grandes puissances. D'autant plus qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelait la guerre froide et que Israël était considéré comme un allié fidèle des États-Unis. Donc pas question, au moment de la guerre froide, d'aller contre Israël. Il y a un temps fort, un moment important, enfin, en 1993, il y avait quand même... Alors tu passes à une autre phase, c'est que le problème, c'est que la résistance palestinienne, qui au départ, tout ce dont on parlait au départ, c'était des groupes, s'organise avec l'OLP. Et l'OLP, l'Organisation de la Libération de la Palestine, prend du poids pendant les années 70-80 et acquiert une importance internationale. Et en outre, beaucoup d'États commencent à reconnaître la valeur de l'OLP et de son leader, Yasser Arafat, etc. Et c'est ce qui conduit aux discussions d'Oslo. Les discussions d'Oslo sont au moins intéressantes, semblent pouvoir débloquer, puisqu'on revient à l'idée de 2 États. On revient à l'idée qu'il faut 2 États. On demande à l'OLP de reconnaître l'État palestinien. L'État d'Israël. L'État d'Israël. Ce qui, jusqu'à maintenant, n'avait jamais été accepté par les Palestiniens. Mais on arrive en 93, c'est-à-dire c'est pratiquement 45 ans. Après, il y a déjà 2 générations qui sont passées. Il y a maintenant des familles qui sont nées en Israël, etc. L'OLP accepte cela. Donc l'OLP reconnaît Israël, reconnaît l'État d'Israël en 1993. Dans les discussions d'Oslo. Dans les discussions d'Oslo. Il y a eu quand même 2 ans de discussions. Ce qui pose des problèmes à l'intérieur de la communauté palestinienne. Oui, parce que c'est peau de chagrin. Hein. Les accords d'Oslo, c'est sur un tout petit bout de territoire et tout fragmenté à l'intérieur. C'est fragmenté. Ah ouais. Ensuite, c'est des morceaux d'État pour faire l'État palestinien, il n'y a pas de possibilité etc. de faire l'État. Et tout. Mais on repose la question de Jérusalem. C'est pas réglé. À l'époque, les Israéliens ne s'avancent pas trop sur Jérusalem. Même si la propagande des groupes les plus extrémistes en Israël, parce qu'il faut voir les groupes extrémistes, et se produit la naissance du Hamas. Parce que les gens du Hamas ne sont pas d'accord pour la peau de chagrin, comme tu dis.
Et tu as la rivalité qui se fait. Et puis en plus, tu as eu la mort, l'assassinat de Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin et aussi de Yasser Arafat. Et un assassinat qui a été commis par quelqu'un qui est a priori de son camp, pas un Israélien, il faut quand même le préciser. Un juif Oui, voilà. mais c'est bien ça le problème. Le problème, c'est que ça devient tellement insoluble que tu as toutes sortes de situations qui naissent dans les deux camps. Hein? Alors oui, ce qui était intéressant, c'est que Yitzhak Rabin, en fait, c'était un très dur. Au moment de la première intifada, en fait, il disait, je me souviens, brisez-leur les os aux enfants. Et finalement, il a fait tout ce chemin, comme Yasser Arafat a fait ce chemin de diplomatie en quittant les détournements d'avions. Et donc, qu'il ait fait ce chemin, c'était bien. Mais après, en fait, c'est la femme de Rabin qui a accusé Netanyahou d'avoir véritablement alimenté, on le voit sur le balcon, en train de chauffer les gens contre Rabin. Et ils avaient eu quand même le Nobel de la paix tous les deux. Hein. Oui. Et je crois que c'est à cette occasion qu'on avait demandé, on avait dit à Arafat, je sais pas, les gens avaient crié rentrez chez vous, il avait répondu mais je ne demande que ça. Et donc c'est. Donc cet accord d'Oslo finalement n'a pas été mis en œuvre. Il n'a pas été mis en œuvre, d'autant plus qu'en 2001, les plus durs de l'extrême droite israélienne arrivent au pouvoir. Alors, et là... Si on veut parler, pour que nos téléspectateurs comprennent un petit peu les forces politiques en Israël, il y a les travaillistes, on va dire, une sorte de gauche, enfin, oui. Si on peut l'appeler ça comme ça. Il y avait le Likoud qui était le parti de droite, mais en dehors du Likoud, il y a des mouvements d'extrême droite en Israël. Oui. Et donc, ces mouvements d'extrême droite, dans lesquels on retrouve une partie des colons, prennent de l'importance. Oui. Eh ben, on retrouve les colons parce que c'est ces colons qui vont occuper les terres. Ils estiment qu'ils ont le droit de le faire. Vous comprenez bien qu'ils vont à l'extrême droite. C'est devenu un gouvernement messianique, en fait. C'est devenu un gouvernement messianique. Et moi, franchement, je vais vous dire, moi, je suis athée. Hein, donc, ces histoires de 2000 ans et de bon Dieu, voilà, c'est sous le couvert du messianisme, c'est du politique, c'est de la colonisation. Et en plus, c'est un gouvernement homophobe, misogyne. Les Israéliens étaient en train de protester contre ce gouvernement. Il y avait un éclatement, il y avait des manifestations. Mais quand tu dis messianique, je suis d'accord. Hein, oui. Mais ils ont même une théorie, c'est la théorie du grand Israël. Oui. Et des rives de la Méditerranée jusqu'au Jourdain. Et ce sont ces gens-là qui sont au pouvoir aujourd'hui. Oui. Oui. Leur théorie, c'est le grand Israël. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que le projet du gouvernement israélien tel qu'il est là, c'est d'occuper. Mais ça fait des années. Simplement, ça fait des années qu'ils occupent. C'est occuper Gaza, occuper la Cisjordanie, etc. Et c'est pour ça qu'ils ont mis en place, à partir de 2000, j'ai noté ça, mais quand ils mettent en place la construction du mur de séparation en 2002, hein, quand le gars arrive au pouvoir, on fait un mur. Ou bien plus tard, à Gaza, ils mettent des colonies. Mais on leur dit, mais attendez, Gaza, c'est quand même aux Palestiniens, vous pouvez mettre des colonies. Alors, il faut semblant de reculer un petit peu. En 2017, ils vont dissoudre 21 colonies, mais après, ils reviennent lorsque le Hamas gagne les élections dans la région de Gaza, eh ben, à ce moment, c'est le blocus de la bande de Gaza, parce que ça, il faudra parler de ça aussi. Lorsque on parle de Gaza... c'est un blocus terrestre, aérien, maritime. Tu as dit les trois mots. Oui, oui, c'est ça. Tu as dit les trois mots. Et donc, rien ne rentre sans l'autorisation des Israéliens. Oui, ben, on les a bouclés. C'est une prison à ciel ouvert. Oui, c'est comme ça qu'on l'appelle d'ailleurs. Tout le monde dit que Gaza est une prison à ciel ouvert. C'est un territoire, une bande de terre qui fait 362 km². C'est-à-dire que j'ai rapporté ça un peu à la Martinique. Ça correspond au sud de la Martinique. Ouais. C'est-à-dire si vous prenez une ligne qui fait le Vauclin, Saint-Esprit et Ducos,
eh ben, tout ce qui est au sud, eh ben, c'est Gaza. C'est ça, Gaza. Mais pour la Martinique... Mais avec 2 millions d'habitants. Oui, pour la Martinique, c'est 80 000 habitants. Là, c'est 2 300 000 habitants. C'est-à-dire 29 fois plus de gens qu'à la Martinique. Vous voyez ce que ça peut être. C'est intéressant comme comparaison, effectivement. Vous voyez ce que ça peut être. Et au sud, c'est bloqué par l'Égypte, qui ne veut plus, dit-il, qu'on lui donne des réfugiés, Il en avait pris à l'époque, mais comme il avait occupé Gaza, et qu'il a signé un traité de paix avec Israël en 87. Hein? Au nord, c'est le Liban, mais c'est bloqué et Israël surveille. À l'est, c'est Israël. Et dans la mer, c'est les navires israéliens, américains et français qui patrouillent. Et en outre, comme on a bloqué, pas d'eau, pas d'électricité, pas de carburant, pas de médicaments, hein, ou du moins, c'est... Alors, lorsqu'il y a eu quand même, parce qu'il y a beaucoup d'ONG qui se battent, et y compris sur ce plan-là, hein, parce que sur d'autres, je peux le critiquer, mais sur ce plan-là, l'ONU quand même faisait un effort pour qu'il y ait... On faisait rentrer 100 à 120 camions par jour. Maintenant, on en a fait rentrer 100 en 20 jours. Hein, je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Les gens ne sont pas nourris, ne sont pas... Mais même normalement, tout est fait pour qu'il y ait une sous-nutrition. Oui. Une sous-nutrition à Raza en permanence. Oui. Mais le but, c'est de les faire partir, en réalité. Oui, c'est de les faire partir, c'est de les... Dans les conditions d'existence absolument intenables. Invivables. Écoutez, à l'intérieur des territoires occupés, j'ai noté, parce que j'avais peur d'être trop dans l'émotion, mais je ne suis pas trop dans l'émotion. Ça va. Les territoires occupés, moi je l'ai vu quand j'y suis retournée plusieurs fois, vous n'avez pas le droit de circuler. C'est-à-dire que les gens de Gaza, ils ont beaucoup de difficultés à venir, par exemple, à Ramallah, à Jérusalem. Aujourd'hui, pour aller à Jérusalem, quand vous êtes à Ramallah, d'abord, ça ne vous est pas autorisé facilement. Les chrétiens ont le droit d'y aller une fois l'an. Avant, on y allait en 20 minutes. Maintenant, c'est des tours pas possibles, puisqu'il y a les routes qui ont été faites pour les colons spécialement. En fait, il n'y a pas une famille palestinienne rencontrée qui ne pleure pas la mort de quelqu'un de sa famille. Vous avez des emprisonnements, vous avez 12 000 prisonniers en Palestine, vous avez 1250 enfants qui sont emprisonnés. Juste après la guerre de 67, j'y suis allée souvent, il y avait à partir de 17h le blackout. Les enfants qui lançaient des pierres sur les jeeps étaient arrêtés. Le blackout, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Les enfants, on les arrêtait, on continue à les arrêter. Et ils sont emprisonnés, il y a plein de prisonniers, on ne sait pas. Actuellement, il semblerait qu'il y ait plus de torture dans les prisons, et même qu'il y ait des assassinats à l'intérieur des prisons. Comment dire, la liberté de circuler n'existe pas. Ils ont de l'humour, les Palestiniens, ils vont vous dire, on va faire des immeubles, finalement on monte au ciel, on n'a plus de terre. Ça, c'est la dimension humoristique, parce qu'ils arrivent quand même à vivre. Néanmoins, il y a des homicides par les soldats, par les colons. Personnellement, je peux le dire, les terres de nos parents, quand on y allait enfant, pour pique-niquer, quand on allait en vacances, maintenant, vous avez des militaires qui arrivent et qui vous disent on est là 5 minutes, et les colons arrivent. Ça, aujourd'hui, en 2023. Les maisons, il n'y a pas très longtemps, on a eu tout le secteur de Sherjara, pas loin de Jérusalem, où les colons venaient, expulsaient les gens de leur maison. Ma belle-sœur, dont la famille était une famille importante à Jérusalem, ils avaient la clé d'une des portes de Jérusalem. Chaque fois que je vais la voir là-bas, elle nous emmène tout le temps dans la partie ouest pour voir les maisons de sa famille. Elle nous dit ça, mais elle en tremble. Là, c'était la maison de mon oncle, la maison de mon père, de mon grand-père, les vieilles maisons orientales en pierre. Et quand on va chez elle, dans la partie est, elle est dans un appartement, elle a récupéré des bouts de porte, des bouts de mosaïque qu'elle a installés chez elle, et elle dit « Voilà le souvenir que j'ai de ma famille. » Vous voyez ? Et en fait, c'est une dépossession à la fois, non seulement des terres, mais de la culture également. L'humoriste égyptien il y a un humoriste égyptien qui a dit « Ah, mais les Gazaouis, ils sont très durs à tuer. Moi, j'arrive pas à tuer ma femme. Il est marié à une Gazaoui. » Il a récemment fait une autre vidéo dans laquelle il y a de l'huile palestinienne et
du za'atar, qui est un produit qu'on mange au petit déjeuner, et il dit voilà, ça nous appartient, mais c'est une façon de dire essayons de garder ce qui nous reste, parce que maintenant même le falafel et le houmous, ça appartient aux Israéliens, c'est-à-dire qu'il y a une appropriation de la culture, il y a un vol des terres, un vol des maisons, une dépossession qui est absolument épouvantable. Et le problème, c'est que en Israël, en plus il y a le mur maintenant, mais après 67, il n'y avait pas de mur. J'avais l'impression que les gens commençaient à se voir. Et déjà, de voir l'autre, ça permettait une rencontre. Ils venaient faire leur marché en Cisjordanie, ils venaient faire leur marché à Ramallah. Donc, avant 67, moi je me souviens de mon père, j'étais toute petite, il me disait, tu vois, là il y a une porte, les gens de 48 qui sont restés en Israël viennent voir ceux qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire nous, qui avons fui, et à la Noël, ils viennent se dire bonjour. Après 67, on pouvait circuler, donc ils se voyaient. Mais depuis, c'est plus possible. Ce n'est plus possible. Et donc, il y a des homicides, il y a les colons. La colonisation s'est intensifiée. Vous en avez 220 000 à Jérusalem. Vous en avez 600 000 dans les territoires occupés. Avant, on voyait les colons, ils étaient là-bas. Là, maintenant, les colons, ils sont là. Et ils débarquent avec des armes. Ils débarquent cagoulés. Ils font peur aux gens. Ils s'approprient tout et ils maltraitent, ils tuent. Il y a eu beaucoup de morts en Cisjordanie depuis le début de l'année et ces jours-ci encore davantage. Donc l'impossibilité de circuler chez soi, d'aller à Jérusalem, les homicides par les soldats, les colons, le blocus sur Gaza en réalité depuis 81 et non pas seulement depuis le Hamas, c'est-à-dire depuis 2007. Il y a eu combien de guerres à Gaza? Il y a eu six guerres. Je me souviens de tous les actes de résistance des Palestiniens. Il y a eu la première intifada, la deuxième intifada, la guerre des couteaux des enfants, la marche pacifique de 2018, où finalement on tirait dans les genoux de ces jeunes c'était la marche du retour. La marche du retour. La marche du retour. Pour fêter les 70 ans. Pour fêter les 70 ans de la Nakba, fêter pour rappeler, et ils voulaient rentrer chez eux. On leur lançait des balles à fragmentation dans les genoux. Un panorama aussi catastrophique. Comment en sort-on? D'abord, il y a une situation d'un territoire où il y a des millions de gens qui vivent, qui est bombardé. Bon. Alors, il y a effectivement des voix qui s'élèvent pour demander une trêve, ne serait-ce qu'une trêve humanitaire, et pour que ces bombardements s'arrêtent. Parce que, évidemment, une bombe ne fait pas le tri. Bon, on lâche une bombe, donc ça tue ceux qui sont au-dessous. Bon. Mais on en sort comment? Est-ce que... J'ai toujours entendu parler de ce conflit. Donc, je vais mourir, ce conflit va continuer. Tu es né après. Je suis né après, c'est vrai. Mais en fait, quand même. Mon grand-père est mort, mon père est mort. On en sort comment? L'application de la résolution du 22 novembre 1967, je vais juste rappeler quelques points. L'engagement a été le suivant: que l'accomplissement des principes de la Charte exige l'instauration d'une paix juste et durable au Moyen-Orient, qui devrait comprendre l'application des deux principes suivants: le retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés lors du récent conflit. C'était après 67, voilà, ça. La guerre des 6 jours. Voilà. Cessation de toutes assertions de belligérance ou de tous états de belligérance, respect et reconnaissance de la souveraineté, de l'intégralité territoriale et de l'indépendance politique de chaque État de la région, leur droit de vivre en paix à l'intérieur de frontières sûres, reconnues à l'abri de menaces ou d'actes de force. Affirme en outre la nécessité de garantir la liberté de navigation sur les voies d'eau internationales de la région. Il n'y a pas. De réaliser un juste règlement du problème des réfugiés, il y a 58 camps, je crois, de réfugiés palestiniens. De garantir l'inviolabilité territoriale et l'indépendance politique de chaque État de la région par des mesures comprenant la création de zones démilitarisées, etc. Je crois que j'ai dit le plus important. Donc vous parliez de solutions. D'abord, il faudrait... Moi, je suis très inquiète parce que on en a parlé. Moi, je trouve que tout cela risque d'embraser le monde, parce qu'on peut dire oui, pourquoi vous vous intéressez à ce qui se passe là-bas, mais ce qui se passe là-bas, il y a des alliés de partout, donc il risque d'y avoir un embrasement et que nos enfants partent dans une guerre qui serait la 3e guerre. Donc, je sais pas, moi, ce risque d'escalade, il faudrait véritablement l'éviter. Il faut appliquer les résolutions de l'ONU. Il faudrait que peut-être, je sais pas, je crois pas à la possibilité de 2 États, oui, avec cette résolution,
Pas avec les accords d'Oslo, moi je crois pas. Ou alors un seul État qui serait de nouvelles élections en Israël, en Palestine et peut-être un seul État. Mais un État où il n'y a un pas, seul État laïque. Il n'y a pas une véritable apartheid. Un seul État qui serait laïque. Voilà, un État laïque. Un seul État qui serait laïque avec les musulmans, les juifs et les chrétiens. On peut dire cela même si ça relève de l'utopie pour le moment, mais je sais pas, il faut que l'on puisse vivre tous ensemble. Si. Le mot de la fin, Gilbert? Non, d'abord, moi je crois que les gens avec leur idée de grand Israël, leur idée c'est de détruire. Et tant qu'on aura ces gens-là, il faudrait arriver à les rendre minoritaires. D'ailleurs, ils sont, mine de rien, très contents de ce qui s'est passé le 7 octobre. Netanyahou se frotte les mains. On peut s'interroger d'ailleurs. Oui, il se frotte les mains. Il dit, bon, là maintenant, j'ai un prétexte. Hein, et donc là maintenant, ils écrasent. Et pourquoi ils écrasent comme ça? Parce qu'ils savent bien qu'en tuant des enfants, ils n'ont pas tué le Hamas. En outre, ils sont stupides en pensant qu'on va tuer la résistance palestinienne. Ce n'est pas vrai. Même si on tue tous les gens, il y aura des Palestiniens. C'est un peu comme les Juifs eux-mêmes qui ont été expulsés il y a 2000 ans et qui ils sont revenus. Donc, ce n'est pas possible. Voilà, et un mot important, les Palestiniens ne sont pas victimes de la Shoah. J'aime à le répéter parce que c'est vrai, les Palestiniens ne sont pas victimes de la Shoah. La Shoah, c'est l'Europe. C'est pas les Palestiniens. Et puis peut-être arrêter cette politique à deux vitesses et cette hypocrisie que la CPI joue son rôle, la Cour pénale internationale, et que l'ONU... Qui n'a pas été reconnue par Israël, d'ailleurs. Oui, et que l'ONU joue son rôle. La politique à deux vitesses, quand même, parce que si on compare à l'Ukraine, c'est la même situation d'occupation. Ah, mais il y a des bombes qui tuent et il y a des bombes qui ne tuent pas. Voilà. Je voulais dire rapidement avant que ça... Le traitement n'est pas le même. Il y a une initiative qui est prise de faire un ciné-club sur la Palestine tous les mardis à Fort-de-France. Comment s'appelle ce petit théâtre, le théâtre de la Croix-Mission. Oui. Hein, pendant tous les mardis du mois de novembre. Je pense que ce serait bien que s'il y a des gens qui ont envie d'aller dans... Eh bien oui, voilà, on a mis l'affiche. Ce serait bien à 18h, voilà. Ça c'est bien. Ensuite, deuxièmement, il y a une pétition qui circule pour demander qu'on respecte les droits du peuple palestinien et qu'on arrête les massacres. Et puis, une manifestation qui se tient ce samedi. Hein, et à la place, comment ça s'appelle cette place ? De l'enregistrement devant le supermarché. Le supermarché, le centre commercial. Moi, je crois que les gens qui sont intéressés, ce serait bien qu'ils... Enfin, je profite de la radio pour... Voilà, il y a l'affiche qui dit samedi 4, place de l'enregistrement, rue Piétonne. Merci d'avoir rappelé ça, Gilles. Voilà. Merci. Eh bien, je crois que nous allons clore notre émission maintenant. Je vous remercie et j'espère que nos téléspectatrices et téléspectateurs auront retenu un certain nombre des exemples très parlants, très concrets que vous avez pu donner sur un conflit qui n'est pas né en soi. Non, il n'est pas c'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. C'est une affaire qui empoisonne l'existence de millions de gens depuis très longtemps. Et avec une communauté internationale qui navigue entre hypocrisie, absence de réaction, enfin on regarde ailleurs, Ou bien même des actes inadmissibles. Tant sur le plan culturel que je parlais de l'exposition. Absolument, oui. Ou bien ils accusent des gens d'apologie de l'antisémitisme quand les gens... Oui, on l'a vu avec Karim Benzema, c'était complètement ridicule. Karim Benzema. C'était totalement ridicule. Non, mais c'est... Eh bien, je vous remercie, Gilbert Pagot et Madame Amra. Merci à vous. Voilà. Merci de nous avoir donné la parole.